Bonjour, je m'appelle Sandrine Montero. J'utilise différents outils pour aider les personnes à se sentir mieux dans leur vie et à se sentir plus en amour avec eux-mêmes, car finalement, c'est ça qui m'importe le plus. C'est que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes et faire les meilleurs choix pour vous dans votre vie. Les outils du développement personnel qui ont été développés par Lise Bourbeau, pour certains s'ils la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une Québécoise précurseur dans le développement personnel et qui a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Une femme remarquable de simplicité et de connaissance. Les deuxièmes outils catégories d'outils que j'utilise sont ceux du transgénérationnel. Donc il faut être conscient que parfois quand on a des difficultés dans notre vie, malheureusement ce n'est pas seulement de notre fait ou de notre faute, mais aussi parce qu'on porte parfois les héritages de notre famille, que ce soit nos parents, nos grands-parents et parfois beaucoup plus loin. Donc si vous avez des difficultés relationnelles avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs ou avec votre conjoint, il est tout à fait possible que ça soit en lien avec le transgénérationnel. Et les derniers outils que j'utilise, ce sont ceux de l'astrologie de coaching. L'astrologie de coaching vise essentiellement à vous faire des recommandations en fonction de votre thème de naissance, selon la place où étaient les différentes planètes lorsque vous êtes né. Ces planètes ont différents besoins. C'est comme des personnes en vous qui auraient des besoins à satisfaire, et tout l'enjeu est de vous orienter, ou du moins de vous suggérer certaines directions qui seraient bien meilleures pour vous, et d'éviter les erreurs qui vous mèneraient à la souffrance. Voilà, donc c'est un autre outil de connaissance de soi et d'orientation. Je traite principalement, certes, les difficultés de couple, mais en individuel, le manque de confiance en soi ou d'estime de soi, les surmenages, burn-out, les maladies qui peuvent être présentes depuis longtemps, pas le rhume bien sûr, mais pour mieux comprendre en fait pourquoi vous êtes malade, et s'il y a un lien d'ailleurs avec le transgénérationnel, puisqu'on sait très bien que des maladies se transmettent de génération en génération, et on peut arrêter la chaîne, sachez-le. Et ensuite, des problématiques de réorientation scolaire ou professionnelle, et tout simplement parfois une aide, un soutien pour la dépression, même si bien sûr tout ça est accompagné par d'autres professionnels également, hein. Et ça peut être intéressant d'avoir ce travail en parallèle. Voilà, donc principalement, hein, ce n'est pas aussi restrictif, mais si vous déjà vous reconnaissez là-dessus, sachez que donc je peux vous apporter une aide. Voilà, je vais donc passer à la deuxième partie, qui est de vous délivrer des connaissances justement sur le transgénérationnel, des règles du transgénérationnel et de la vie familiale qui sont souvent ignorées et qui vont donc poser des difficultés, soit dans les relations parents-enfants, soit dans les relations de couple. À tout de suite. Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 3 grands principes qui régissent les systèmes. Donc déjà, qu'est-ce qu'un système? À partir du moment où il y a 2 personnes, c'est un système. Donc quand vous créez un couple, c'est un système. Mais votre famille d'origine, vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, tout ça, c'est un système aussi. Si vous travaillez dans une entreprise où il y a plusieurs personnes, c'est un système. Si vous êtes dans une association sportive ou autre, culturelle, c'est un autre système. Si vous avez un cercle d'amis, eh bien c'est un autre système encore. Si vous êtes français, c'est un autre système, vous voyez? Donc en fait, on vit dans une multitude de systèmes. Et aujourd'hui, peut-être je vais plus focaliser sur le système de la famille, mais
ça n'empêche que c'est très intéressant de voir que tous ces principes doivent s'appliquer dans les différents systèmes. Donc le premier principe, c'est celui de l'appartenance. Donc dès que ce principe n'est pas respecté dans un système, il va y avoir des conséquences, et parfois des conséquences très graves. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans un système et qu'on est à jour? Par exemple, si c'est une association, c'est-à-dire qu'on a payé sa cotisation, personne ne peut nous refuser le droit d'accès. Dans les heures, évidemment, d'ouverture, bien sûr, selon les règles de l'association. Si on est né dans une famille, on appartient à cette famille et personne ne peut remettre ça en question. Toutefois, on voit bien que dans les familles, ce principe n'est pas toujours respecté. Il y a des exclusions. Donc, dans le passé, ces exclusions pouvaient être différentes d'aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, il y avait des gens qui pouvaient être déshérités, par exemple. Il pouvait y avoir des gens, parce qu'ils avaient, par exemple, ils étaient homosexuels, qui pouvaient être exclus, ou parce qu'ils avaient eu un enfant hors mariage, ou parce qu'ils avaient fait une faillite et que c'était la honte pour la famille, ou tout simplement des abandons d'enfants. Dans tous ces cas, il y a eu exclusion. Et puis parfois, c'était un des membres qui s'excluait tout seul, c'était pas qu'on ne voulait plus le voir, c'est que lui partait à l'étranger, partait loin, et coupait les liens avec la famille. Toutes ces situations créent forcément de la souffrance, vous imaginez bien. Et elles créent de la souffrance pour les personnes qui la vivent, mais beaucoup plus sournoisement, vont créer aussi des souffrances pour les descendants qui, eux, ne savent pas exactement pourquoi ils vont vivre ces choses-là, surtout si c'était il y a 3 ou 4 générations. Hein. Ça peut être aussi un parent qui est parti à la guerre et puis il a été tué, vous voyez, ou quelqu'un qui a été tué tout simplement par un autre, un voisin, je ne sais pas, hein, quelqu'un qui voulait l'éliminer. Donc tous ces cas, en fait, vont avoir des répercussions sur les générations qui suivent, et parfois sur de nombreuses générations, puisque dans les cas que j'ai traités, parfois ça remontait à plus de 10 générations avant. Et pendant tout ce temps, il y avait une forme qui était plus là sous forme d'une maladie qui s'était répercutée sur les dernières générations. Donc il faut être très vigilant à toujours vouloir être inclusif, ce qui n'est pas facile dans notre société parce qu'on n'en a pas l'habitude. On est plutôt exclusif, vous remarquerez. Hein. Si j'ai mon conjoint, c'est mon conjoint. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne s'insérer entre nous ou vienne essayer de lui prendre son attention à mon détriment, n'est-ce pas? On est exclusif dans nos biens, on est exclusif à de nombreuses occasions. À notre titre, voilà, dans l'entreprise, si je suis directeur, je vais être très attachée à mon titre. Et je peux, parce que j'ai ce titre, peut-être être un peu méprisant envers ceux qui sont plus bas dans l'échelle, vous voyez? Alors que c'est pas du tout ce qui est souhaité. Donc, pensez inclusion. Pensez comment vous pouvez inclure. Il y a un des cas qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est les familles recomposées. Hein, c'est quand même plus évident. Avant, c'était plus clair, on va dire. Il y a en général un seul couple qui crée des enfants. Pas toujours, évidemment, il y a toujours eu des exceptions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cas où il va y avoir un premier mariage avec des premiers enfants et un second mariage avec d'autres enfants. Et donc là, il faut être conscient que quand je recompose une famille, je ne prends pas seulement un nouveau mari ou une nouvelle femme, je dois adopter les enfants du premier mariage, et s'il y en a eu bien sûr, hein, et je dois prendre en considération la première femme, la mère des enfants. Si je ne fais pas attention à ça, eh bien je vais créer des problèmes, je vais créer de la disharmonie, des conflits. Donc il est très important pour la seconde femme d'être consciente qu'elle doit quand même le respect à la première femme qui a laissé sa place pour qu'elle puisse prendre sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, elle l'a pas,
elle l'a pas laissé de bon cœur. Parfois oui, ça dépend, donc des fois c'est plus simple que d'autres. Mais dans tous les cas, elle était la première. Hein, si on parle d'un mari, qui a eu une première femme, mais ça serait pareil si c'est une femme qui a eu un premier mari et avec des enfants. Bien sûr, c'est pour simplifier. Donc, on ne doit pas exclure cette personne. C'est-à-dire que quand on fait des choix importants, on doit prendre en considération que ça va impacter aussi. Imaginons que, cette nouvelle famille veuille partir loin du foyer initial. Il est important de prendre en considération que pour l'autre parent, ça va avoir des conséquences, pour les enfants de ce premier mariage aussi, et que, il faut considérer tout ça et essayer de faire les choses, le plus proprement possible, pour que tout le monde soit quand même prévenu, enfin, et considéré dans l'équation du mieux possible. Parfois, ce sont des changements qui sont imposés par l'entreprise, pas toujours par la famille, hein, donc c'est important quand même, voilà, de considérer que votre famille, ce n'est pas seulement votre conjoint et les nouveaux enfants que vous avez avec, mais vos anciens, les autres enfants et les autres parents. Et c'est aussi la famille d'origine de chacun. Donc quand je prends un conjoint, je dois considérer que je vais aussi prendre sa famille. Donc si j'ai peu d'atomes crochus avec sa famille, voire même que c'est très compliqué, peut-être qu'il est nécessaire de bien réfléchir avant de se marier ou de s'engager avec cette personne, même si vous l'aimez, parce qu'il va falloir assumer la relation avec ses parents, ses frères et sœurs, et peut-être ses grands-parents, etc. Donc c'est important d'en être conscient, parce que si je ne m'entends pas avec la belle famille et que je rejette la belle famille, que je veux exclure la belle famille, ça arrive que des conjoints veuillent couper leur conjoint de tout lien avec même les amis, etc. Là, je me rends donc comme une personne qui veut exclure et je vais créer des difficultés dans mon couple, dans ma famille, de façon plus large avec les enfants aussi. Donc, il est très important, effectivement, de bien penser à ce principe d'appartenance. Quand je nais dans une famille, ben, j'appartiens à cette famille. On ne peut pas me dire que je n'appartiens pas à cette famille. Donc, et si je suis l'aîné, ben, je suis l'aîné. Voilà, j'ai aussi une place. Et ça va être le deuxième principe dont nous allons parler bientôt. Pour en terminer avec l'appartenance, ben, c'est sûr qu'il y a de nombreux cas, hein, où quelqu'un a pu être rejeté. Et sachez que ça peut créer soit sur les générations suivantes, bah, de nouveau des exclusions que les gens ne comprennent pas, parce que ce n'est pas directement eux le problème. Et ça peut aussi créer un certain nombre de maladies mentales ou physiques. Donc, ou même des décès, parce que je n'ai pas parlé de ce cas-là, mais quand un parent part trop jeune, c'est aussi une forme d'exclusion. Ou parce qu'il est parti à la guerre et qu'il est décédé, ou qu'il a été tué par quelqu'un. Tous ces cas existent et ben, il va falloir quelque part pouvoir réparer le système qui a perdu un de ses membres. Et donc, si on ne le fait pas pendant la génération qui a souffert, ben, ça va être les générations suivantes qui vont en pâtir, et notamment, pas toujours celle directement derrière, mais les petits-enfants, par exemple. Mais il existe des moyens donc de résoudre et d'harmoniser son système familial pour ne plus avoir à souffrir des difficultés que nos ancêtres ont rencontrées. Maintenant, parlons du deuxième principe, qui est le principe de la place, du rang, de l'ancienneté. Donc les principes que je vous donne sont dans l'ordre d'importance, hein, l'exclusion étant la plus grande peine possible infligée à un système. Et le second, c'est de ne pas respecter la place, le rang, l'ancienneté. Donc l'ancienneté concerne plutôt les systèmes des entreprises, où on voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises sont en difficulté parce que les jeunes arrivants ne respectent pas forcément aujourd'hui l'ancienneté et l'expérience des anciens.
Du coup, on vient blesser le système et ça crée des tensions. Vous avez peut-être pu vivre ça vous-même. Mais de même, dans une association, si les adhérents ne respectent pas le président, bah, ça va créer un problème, vous voyez? Et dans les familles, bah, la place, elle est définie par votre rang de naissance, en fait, hein. Dans votre fratrie, vous avez une place. Vous pouvez être l'aîné, le cadet, le benjamin, si encore plus nombreux, bah, vous êtes le 6e ou le 7e enfant. Parfois, il y a des jumeaux, donc là, on ne sait pas toujours qui est le 1er, qui est le 2e ou qui enfin, je veux dire parmi les jumeaux. Il peut y avoir des enfants non nés, des enfants mort-nés. Donc on doit les compter, tous ces enfants, que ce soit un avortement, que ce soit une fausse couche. Il y a eu conception, donc ils appartiennent à la famille, vous voyez? Sinon on revient aussi au problème, de l'appartenance. Mais là je parle plutôt de la place, parce que s'il y a une fausse couche, ben, le 1er enfant qui est né, eh bien il n'est pas 1er, il est 2e dans la fratrie, vous voyez? Donc c'est important de le savoir, parce que sinon, dans notre vie, on va toujours se demander: «Mais quelle est ma place?» Il va y avoir un problème de place. De même pour les enfants, évidemment qui sont abandonnés à la naissance, ben, quelle est ma place? Ben, ma place en fait, elle est quand même existante, mais elle est pas, classique. Mais je suis quand même issue de 2 lignées, que je connaisse ou pas mes parents d'ailleurs, on pourra aller harmoniser, ces liens-là pour que ça n'ait pas d'impact sur ma vie future. Ou plus d'impact. Le rang, c'est aussi, ben, quand je suis l'enfant de, je suis inférieure dans la hiérarchie des aïeux. J'arrive après, donc je suis inférieure à mes parents, qui eux-mêmes sont inférieurs à leurs parents. Et mes enfants vont être inférieurs à moi. Et c'est important de respecter ça. Dans quel cas ce n'est pas respecté? Il y a beaucoup de cas, bien sûr, mais par exemple, dans les familles, c'est un sujet sensible, mais où il y a de l'inceste, ça veut dire que l'enfant est mis au même niveau que le partenaire. Vous voyez bien qu'il n'est pas à sa place. Il va être placé à un rang au-dessus de celui qui est sa place normale. Hein. Parfois, un parent est absent, comme il y a beaucoup de foyers monoparentaux, et l'aîné peut prendre la place du parent absent, vous voyez, pour s'occuper de la fratrie et pour soutenir la mère ou le père, selon les cas. Mais à nouveau, il n'est pas à sa place. Un enfant dit roi n'est pas à sa place non plus, parce que c'est lui qui décide à la place des parents, qui influence toutes les décisions, et ce n'est pas son rôle, voyez. Donc, c'est important de respecter la place. Et quand on est un cadet, ben, on est un cadet, on n'est pas un aîné, et on doit le respect à son aîné qui est arrivé avant nous, qui est plus ancien dans la famille, vous voyez? C'est simple, mais on n'y fait pas, on n'y prête pas attention à ça, on déroge à ces grands principes, et en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on blesse le principe et que ça va avoir des conséquences parfois assez graves. Ce deuxième principe, il y a quand même aussi une petite nuance pour les couples, parce que donc, dans le couple, ben, on est arrivé en même temps. Il n'y en a pas un qui est arrivé avant l'autre, et ça va être important, quel que soit l'âge, n'est-ce pas? Ça va être des protagonistes, ça va être important que les 2 se considèrent comme des adultes et comme des égaux. Si, parce qu'il y en a un qui a 10 ans de plus que l'autre, il joue le rôle d'un parent, ben, il n'est pas à sa place et ça va créer des problèmes dans le couple. Donc il faut vraiment essayer de se placer adulte à adulte, c'est-à-dire un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de s'assumer seul, je n'ai pas besoin de lui donner des conseils s'il n'en a pas demandé, je n'ai pas besoin de lui faire la morale, il a son système de valeurs, et si je n'y suis pas d'accord, ben je peux bien sûr avoir une discussion sur ce sujet, mais je n'ai pas à l'accuser, à lui demander de changer, vous voyez, ce genre de choses qui arrivent fréquemment dans les couples. Donc voilà, quelques idées là-dessus pour vous aider à mieux respecter ce principe de la place, du rang et de l'ancienneté. Et maintenant, on va pouvoir parler du troisième principe.
Ce troisième principe, c'est le principe de l'équité. L'équité, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, d'un point de vue commercial, on comprend très bien, si vous êtes salarié, normalement, vous avez un contrat qui vous dit que vous faites telle tâche et que vous recevrez tel salaire. Tant que ça marche comme ça, en général, il n'y a pas de problème. Si évidemment, le patron vous demande de faire des heures sup et qu'il ne vous les rémunère pas, ben, à un moment donné, ça peut justement créer une blessure de ce principe d'équité. Si c'est dans une association, on peut imaginer que vous avez payé votre cotisation et que normalement vous avez un service pour votre, en regard de votre cotisation et du montant que vous avez payé. Et si l'association venait à, je ne sais pas, annuler l'intervention qui était prévue, ben, le principe d'équité voudrait elle vous indemnise pour cette annulation. Sinon, vous allez vous sentir lésé, on comprend bien. Dans les héritages, on doit être attentif à ça. Hein. Les héritages doivent être répartis le plus équitablement possible aussi entre les enfants. Dans les relations entre parents et enfants, le principe d'équité ne peut pas s'appliquer directement. Parce que le parent, ce qu'il donne de plus précieux, c'est la vie. Et l'enfant ne peut pas lui rendre la vie qu'il a reçue. Vous comprenez bien que c'est pas ce que veut le parent d'ailleurs non plus. Donc la manière en fait que ça s'équilibre, c'est que l'enfant va devenir parent à son tour. Et c'est comme ça finalement qu'il va rendre ce qu'il a reçu. Parfois on décide de ne pas avoir des enfants, ce n'est pas un problème. On peut rendre différemment. On peut rendre en s'impliquant auprès de la société, pour la défense animale, pour la défense de la nature, pour l'œuvre sociale, pour aider les gens, les immigrés, les démunis, les malades. Vous voyez, il y a plein de façons de pouvoir rendre pour la vie qu'on a reçue dans la société, si on ne fait pas d'enfants. Voilà pour le principe d'équité en ce qui concerne les parents-enfants. Mais de fait, les enfants restent en charge d'avoir à minima la gratitude pour la vie, le respect du rang et la gratitude pour la vie. Vous voyez, même si les parents n'ont pas été de bons parents, ou même n'ont pas été parents du tout après la conception, après la naissance, malgré tout, oui, il y a eu un manque, il y a eu quelque chose qui n'a pas été donné à l'enfant, mais le principal a été donné, c'est la vie. Donc, à minima, il faut arriver à avoir cette gratitude pour le parent, parce que sinon, on n'est pas bien en fait. Un enfant qui n'arrive pas à accepter l'abandon de ses parents va souffrir beaucoup. Et va faire souffrir aussi, vous voyez. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à essayer de regarder que, à minima, vos parents vous ont permis de vivre cette vie et que c'était déjà le principal qu'ils avaient à vous offrir, même si après ce sont d'autres structures ou d'autres parents qui ont pris soin de vous élever. Et ceux-là, les structures ou les parents qui vous ont élevé, il est évident que ce sont des bienfaiteurs et que c'est important de les reconnaître dans ce rôle qu'ils ont eu pour vous et donc de les respecter également. Au niveau du principe d'équité, on ne peut pas rester dans le couple, on ne peut pas rester juste à l'équité, c'est-à-dire juste la relation commerciale. Il va falloir aller un peu au-delà pour que l'amour grandisse. Alors, on va dire que la relation commerciale équitable, c'est le minimum, mais si vous voulez vraiment que votre couple grandisse, que l'amour grandisse, vous allez donner, l'autre va recevoir et normalement, il va avoir envie de vous redonner à nouveau. Et comme vous allez recevoir, vous allez avoir envie de donner et même un peu plus. Vous voyez, il y a comme un mouvement ascendant comme ça où on va se donner de plus en plus. Alors, ce n'est pas forcément matériel, hein, ça peut être toutes sortes de dons. Un don d'attention, un don de soutien, un don pour prendre soin de la maison, un don pour payer les factures, un don pour développer une entreprise. Ça peut être
tellement de choses, hein. C'est le global qui compte, c'est pas: «Je t'ai offert un cadeau, tu dois me faire un cadeau», c'est pas du tout ça, hein, parce qu'il y a différents types de cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un et quelqu'un n'attend pas toujours des objets. Quelqu'un préfère peut-être avoir de l'affection. Donc on donne et normalement l'autre va avoir envie de redonner et même encore plus et comme on aura reçu encore plus, ben, on va avoir envie encore de donner plus, heu, à notre conjoint et là, on va être dans une spirale ascendante où l'amour va croître et voilà. Mais on voit bien que dans beaucoup de couples, il y a un déséquilibre, pour des raisons différentes, hein et ce déséquilibre et bien, il va amener petit à petit à ce que l'un se sente lésé par rapport à l'autre et qu'à un moment donné, ben, il n'ait plus envie de la relation. Donc si on veut, avoir une relation qui dure, on doit être attentif à toujours donner et à vérifier que l'autre nous donne aussi et si c'est pas le cas, on doit interpeller notre partenaire, pour que lui, bah, prenne conscience que peut-être là, il y a un déséquilibre qu'il faut rééquilibrer. Et à d'autres moments, ça peut être l'inverse, ça va être l'autre, parce que parfois on est pris par notre travail, on va négliger un petit peu, la famille, parfois c'est parce qu'on est malade, mais c'est bien qu'à un moment donné, on se dise: «Ben, OK, là, tu as fait beaucoup pour moi et je vais avoir envie de te donner beaucoup maintenant que je suis rétablie». Vous voyez? Donc ce principe est aussi, très important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, cette découverte si vous ne la connaissiez pas et que vous aurez envie d'appliquer, ces 3 principes. L'inclusion de tout ce qui gravite autour, de la famille, l'inclusion et la bonne place de chacun et enfin d'avoir cet équilibre entre donner et recevoir. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si vous souhaitez faire un travail à ce niveau-là ou un autre travail avec moi.